Bonjour, bienvenue sur le support 10. Ici, nous parlerons de métabolisation et puis d'élimination des toxiques. Alors, pour faire le lien avec le cours précédent, nous avions parlé de distribution. Lorsqu'un toxique rentre par une voie d'entrée particulière, ensuite il va être diffusé dans l'organisme dans différents lieux. On comprend bien que certaines entrées, comme celle des poumons, de la peau, le sang ne va pas directement passer au niveau du foie, alors qu'une entrée comme une partie du tube digestif, hein, on l'avait vu dans le support précédent, eh bien, va orienter systématiquement le sang vers le foie. Et donc, ça veut dire que les toxiques qui rentreront par cette voie-là seront pris en charge par le foie pour être métabolisés, puisqu'en fait, le foie est un organe de détoxification extrêmement important dans l'organisme, c'est l'organe majeur. Donc, on n'aura pas une équivalence des entrées. Alors la métabolisation, c'est la transformation d'un toxique par des réactions biochimiques et elles dépendent, on le verra tout à l'heure, de différents éléments, nature de l'organisme, voie d'entrée, état physiologique et puis des interférences avec d'autres toxiques. Commençons par un exemple, l'exemple de l'éthanol. Vous constatez que l'éthanol est transformé en acétaldéhyde, puis en acétate, et vous constatez aussi que chacune de ces deux réactions se fait de diverses manières avec des enzymes. Donc, ce qui compte énormément, c'est la nature de l'organisme pour qu'il puisse être pris en charge par les enzymes. Sachant que les réactions enzymatiques sont spécifiques ici d'un type de molécule. Deuxième exemple, ici, vous avez le benzène à droite qui est pris en charge par un complexe enzymatique. Vous constatez qu'il y a des échanges d'électrons, des oxydations, et puis vous voyez qu'à la sortie, on va avoir une molécule qui va être oxydée. Ici, on a ce qu'on appelle une activation. Alors pour bien comprendre en fait le métabolisme, il faut bien comprendre les molécules. Ça veut dire qu'il faut être capable de reconnaître les molécules et de comprendre leur fonction chimique. Donc je vous rappelle qu'en HSE, il faut que vous connaissiez toutes les formules qui se trouvent ici. C'est absolument nécessaire pour pouvoir maîtriser le risque chimique. Alors, quels sont les facteurs qui influencent la biotransformation? Bien, le premier de ces facteurs, c'est la nature de l'organisme. Selon l'espèce, la souche, l'individu ou le sexe, on n'aura pas les mêmes biotransformations, on n'aura pas le même métabolisme. Un sulfanilamide, il y a bien longtemps, avait été testé chez le chien hein, lors d'expérimentations animales, et cela avait occasionné ensuite, sur le passage à l'homme, des dramatiques accidents. Donc cela nous montre que le métabolisme n'est pas le même d'une espèce à une autre espèce. Deuxième chose qui va influer, c'est le mode d'administration, selon la voie, la dose, la fréquence et la durée. Troisième élément, c'est l'état physiologique, l'âge, la santé, le psychique, les rythmes biologiques et la nutrition. Par exemple, une personne alcoolique a un métabolisme détoxique totalement dégradé. Et puis enfin, l'interférence avec d'autres toxiques. Par exemple, lorsque vous avez deux toxiques qui vont se trouver dans l'organisme au même moment, et si tous les deux ont les mêmes voies métaboliques pour les dégrader, vous comprendrez qu'ils seront en compétition. Alors le principe de métabolisation, eh bien d'abord c'est d'augmenter l'élimination du toxique. Et puis la deuxième chose, c'est bien sûr de baisser son activité. Alors cela se fait en deux étapes, l'activation qu'on appelle la phase 1 et la conjugaison qu'on appelle la phase 2. Alors l'activation, en fait on a des toxiques qui sont peu actifs et qui curieusement vont être activés dans l'organisme par l'intermédiaire d'enzymes. Par exemple, on va transformer les alcools en aldéhyde puis en acide, euh, augmentant leur oxygénation, et puis on s'aperçoit que du coup, on va avoir des molécules de plus en plus réactives. Alors pourquoi cette curiosité? Alors déjà, on voit que ça va donner lieu à des molécules qui seront très hydrophiles, et ça peut être intéressant pour l'élimination, mais surtout ce qui va être intéressant, c'est que ces molécules qui sont très actives vont pouvoir, dans le cadre d'une deuxième phase à conjugaison, être transformé, être modifié avec une réaction enzymatique qui va greffer sur le X actif une autre molécule, ici représentée par un A. Et on aura donc XA qui en général est une grosse molécule hydrophile et puis inactive. Donc on verra un exemple, l'exemple de la glucuroconjugaison. Il y a d'autres conjugaisons, mais nous c'est la glucuroconjugaison que l'on analysera.
Alors commençons par l'activation, la phase 1. Donc on va prendre l'exemple de l'oxydation, il y en a d'autres, mais c'est cet exemple que je vous demanderai de retenir. Donc on a un toxique RH qui va être oxygéné, donc on va obtenir ROH, donc un alcool. Cet alcool, vous regardez dans l'équation d'en dessous, va être transformé en un aldéhyde, et cet aldéhyde va être transformé en un acide. Deuxième exemple d'activation, c'est une activation beaucoup moins spécifique ici. On va avoir l'hydrolyse qui peut se faire dans beaucoup d'organes, dont le foie. On va prendre un exemple. Vous avez un ester qui va être pris en charge par l'enzyme estérase, et cet ester va vous donner en fait un acide plus un alcool, et donc on aura des molécules ici qui seront plus réactives. Alors, il y a une curiosité, c'est l'exemple du méthanol. Alors, c'est pas la seule curiosité, hein, mais c'est l'exemple du méthanol qui va avoir une interaction au niveau des cellules de l'œil extrêmement délétère. Hein, on peut perdre la vue. Le méthanol, en fait, donc c'est un alcool qui est transformé en un aldéhyde, transformé lui-même en un acide, et cet acide va être pris en charge par une enzyme E3 pour donner H2O et CO2. Donc ça, c'est totalement inoffensif. Sauf qu'au niveau de l'œil, il n'y a pas l'enzyme E2, et du coup, le méthanol va être transformé en formaldéhyde et va rester sous la forme de formaldéhyde, et c'est ce formaldéhyde qui occasionnera les lésions au niveau oculaire. Jamais ce formaldéhyde dans l'œil ne pourra être transformé en acide formique qui lui-même, forcément, n'existant pas ici dans ce cadre-là, ne sera pas transformé en H2O plus CO2. Passons à la glucuroconjugaison, qui est un exemple intéressant sur la conjugaison. Vous avez en bleu clair le foie, en vert le tube digestif, le sang qui passe du tube digestif au foie et la bile qui est créée par le foie et qui va retourner au niveau du tube digestif. Vous avez un toxique X dans le foie qui va subir une conjugaison. On va lui attacher en fait un acide dessus, l'acide qu'on appelle l'acide glucuronique, représenté avec les deux lettres AG. Donc on obtient X sur lequel on a greffé AG, donc on a eu ce qu'on appelle une glucuroconjugaison. Ce XAG va ensuite, donc il est hydrophile, il va être libéré par la bile dans le tube digestif, et là on a l'intervention de bactéries qui vont hydrolyser, ça veut dire couper cette molécule avec X d'un côté et AG de l'autre. Et X va être éliminé par les sels, alors que AG, l'acide glucuronique, lui, va être récupéré, transféré dans le sang et retourné au foie. Et donc vous voyez qu'ici on a quelque chose de très durable. En fait, l'acide glucuronique, c'est quelque chose qui est très coûteux pour l'organisme pour le créer. Donc l'organisme, on avait déjà vu ça en S1, utilise le maximum possible les voies de recyclage de ces molécules. Ce cycle, c'est ce qu'on appelle le cycle entérohépatique entre l'intestin et le foie. Alors réfléchissons sur deux exemples. D'abord l'exemple du benzène. Voici la page d'accueil de la fiche toxicologique de cette molécule. Et voici son métabolisme. Donc la question classique que je pose aux étudiants sur le métabolisme, c'est retrouver les activations et les conjugaisons du métabolisme d'une molécule. Je vous laisse donc rechercher les conjugaisons et les activations du benzène. Et je vous donne la réponse après. Alors voilà, en fait, il n'y a qu'une seule conjugaison, c'est la conjugaison au glutathion. Toutes les autres réactions, vous constaterez qu'elles ont, le benzène a été oxygéné, on va avoir des molécules de plus en plus réactives. Donc vous avez ici la représentation du métabolisme du paracétamol. Donc le paracétamol est en haut, et puis toutes les autres molécules, les dérivés, c'est ce qu'on appelle les métabolites. Comme tout à l'heure, on avait le benzène, et toutes les molécules dérivées liées au métabolisme, on appelait ça les métabolites. Donc vous constatez ici que le paracétamol, comme le benzène, peut subir un grand nombre de types de réactions chimiques qui sont soit des conjugaisons, soit des activations.
Donc vous savez maintenant comment les reconnaître. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder qu'en fait, tout en bas, je vous ai noté ça, entre le chat et le chien, il y a une différence en fait au niveau du métabolisme. Notamment au niveau du chat, eh bien, vous n'avez pas la glucuronyle transférase. Et cette glucuronyle transférase, eh bien, c'est une des molécules des enzymes en fait qui va être utilisée dans le métabolisme du paracétamol. Et puis, autre différence, chez le chien, on constate que le métabolisme est beaucoup moins efficace que celui de l'homme. Alors, quels sont les lieux de métabolisation? Eh bien, l'organe principal de métabolisation, c'est le foie. On va y trouver quasiment toutes les phases 1 et phase 2 qui se font dans l'organisme. euh, Elles sont possibles au niveau du foie, avec une activité enzymatique extrêmement forte, beaucoup de réactions de métabolisme qui peuvent s'y dérouler. Ensuite, on a les reins. Au niveau des reins, on a simplement, mais c'est déjà bien, hein, on a simplement de la conjugaison donc avec une activité aussi assez importante des reins en termes de conjugaison. Ensuite viennent les poumons avec une activité importante aussi, mais plus faible que le foie, avec des activations et des conjugaisons. Euh, Quatrième organe intéressant à relever ici, c'est le tractus digestif avec aussi des phases 1 et des phases 2. Et puis on a vu un exemple avec l'intervention des bactéries dans le métabolisme, notamment au niveau de la glucuroconjugaison. Viennent ensuite quasiment tous les autres organes, donc sont cités ici le sang, la peau et le cerveau, avec beaucoup d'hydrolyses qui se font. J'avais dit à un moment que les hydrolyses étaient très peu spécifiques, donc c'est pas des métabolismes extrêmement perfectionnés, on va dire, mais qui ont malgré tout un intérêt. Quelques éléments sur les voies d'élimination, donc elles sont relativement nombreuses. La voie hépatique dont on a déjà parlé lors de la conjugaison d'un métabolite, élimination biliaire, hein. La voie rénale dont on a tous entendu parler pour les contrôles antidopage, dans lesquels on peut retrouver soit le dopant, soit certains de ces métabolites. Alors le médecin du travail peut faire la même chose pour des toxiques liés au travail. Donc on peut rechercher dans les urines d'un salarié la présence soit du toxique, soit de métabolites, et puis comprendre du coup l'exposition du salarié et ou les effets biologiques de ce salarié. On reviendra là-dessus quand on discutera de valeurs biologiques d'exposition ou d'effet. L'élimination peut se faire aussi par les selles, par voie pulmonaire. On connaît tous la problématique de mesure de l'alcoolémie par voie pulmonaire, hein, par l'air expiré. Et puis on retrouve aussi des toxiques dans certaines excrétions, la sueur, le lait qui peut transmettre des toxiques de la mère à l'enfant. Et puis enfin les fanères, donc les plumes et les cheveux. Bah, on a tous dans nos cheveux un historique de notre exposition à certains toxiques. Et puis dans les plumes des manchots empereurs, par exemple, en Antarctique, ben, on retrouve un certain nombre de polluants comme certains pesticides. Alors, dernier point que nous allons aborder, la notion de biodisponibilité, c'est-à-dire la disponibilité d'un médicament dans l'organisme pour agir. Vous avez constaté qu'un médecin vous donne une posologie à respecter. Donc, si vous prenez trop de médicaments, ben, vous risquez d'avoir des effets secondaires qui peuvent être dramatiques, hein. Si vous n'en prenez pas assez, si vous diminuez la posologie par rapport à ce qui vous a indiqué, vous pouvez vous retrouver dans la situation d'avoir un médicament qui ne fonctionnera pas. On a deux seuils, en haut un seuil toxique et puis un seuil thérapeutique que l'on trouve ici au niveau de notre représentation. En abscisse, nous avons le temps, on a ordonné la concentration plasmatique. La concentration plasmatique évolue avec le temps, avec une concentration max à un moment donné. Et puis, comme en rayonnement, on va calculer la concentration max sur 2 pour obtenir ce qu'on appelle le temps de demi-vie du produit dans l'organisme. Alors c'est vrai pour les médicaments, mais c'est vrai aussi pour pour tous les autres toxiques, sauf que les autres toxiques, il n'y aura pas de seuil thérapeutique. On aura par contre des seuils toxiques. Et donc on a des cinétiques variables d'un toxique à un autre selon la quantité de toxiques qui rentre et puis selon la dégradation de ces toxiques et l'élimination de ces toxiques. C'est ce qui va donner cette courbe cinétique.
Voilà ce que je voulais vous expliquer sur la toxicocinétique. Et bien voilà, nous avons terminé cette partie-là. Nous entamerons la prochaine fois la toxicodynamique. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. À très bientôt.